Le bébé va bien, mais ce que je vois à l'écran. Je m'appelle Antoine, 37 ans, fusilier marin. Je suis rentré il y a 2 semaines d'une mission de maintien de la paix en Haïti, après un déploiement de 8 mois. J'étais assis dans cette salle d'hôpital froide à Paris, regardant ma femme Juliette passer une échographie, quand la main du docteur Laurent Dubois a commencé à trembler comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur, vous devez sortir immédiatement et appeler un avocat. » Les mots m'ont frappé comme des éclats d'obus. Juliette était allongée sur cette table d'examen, le gel de l'échographie encore humide sur son ventre, regardant le médecin puis moi, la confusion peinte sur son visage. La même expression qu'elle avait beaucoup ces derniers temps, comme si elle essayait constamment de deviner à quoi je pensais. « Il y a un problème avec le bébé ?» ai-je demandé. Ma voix est restée maîtrisée. « L'entraînement militaire vous fait ça. Gardez son calme quand tout s'effondre autour de vous. » L'odeur d'alcool et de désinfectant remplissait mes poumons à chaque inspiration. Je sentais la climatisation glaciale sur ma nuque, contrastant avec la chaleur qui commençait à monter dans ma poitrine. Le docteur Dubois a essuyé la sueur de son front avec le dos de sa main. Il exerçait la médecine depuis 20 ans, d'après les diplômes au mur. Ce n'était pas sa première échographie, mais son visage était devenu blême, et il fixait l'écran comme s'il affichait des informations classifiées. Je pouvais voir une veine pulser sur le côté de son cou. « Le bébé va bien », a-t-il répété. Puis il s'est approché de moi et a baissé la voix. Mais ce que je vois sur cet écran montre un développement de 32 semaines. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement de l'équipement médical et du son étouffé du trafic du boulevard Haussmann au dehors. Juliette souriait encore, agissant toujours comme si tout était normal. Elle faisait beaucoup ça depuis mon retour. Jouer la comédie. 32 semaines, ai-je répété. Les mots sont sortis lentement de ma bouche, chaque syllabe pesant une tonne. Oui, monsieur. J'ai fait le calcul dans ma tête. Il y a 32 semaines, je chargeais du matériel dans un avion de transport en direction d'Haïti. Il y a 32 semaines, je disais au revoir à ma femme à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a 32 semaines, je dormais dans un baraquement militaire à l'autre bout du monde, réveillé par la chaleur humide des Caraïbes et le bruit des hélicoptères. Le docteur Dubois me regardait comme s'il attendait quelque chose, une réaction, une explosion. Peut-être s'attendait-il à ce que je me mette à crier ou à jeter des objets, mais je suis resté assis, traitant l'information comme un renseignement de mission. Je sentais mon cœur battre lentement et régulièrement dans ma poitrine, comme si j'étais en opération sur le terrain. « Antoine ?» La voix de Juliette semblait faible, presque enfantine. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde est si sérieux ?» J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée. La façon dont elle vérifiait son téléphone constamment, depuis mon retour. La manière dont elle parlait de la grossesse, comme d'un cadeau surprise. La façon dont elle avait insisté pour prendre ce rendez-vous quand je pourrais venir avec elle. Elle voulait que je sois là pour ce moment. La prise de conscience s'est installée dans ma poitrine comme un poids froid. J'ai rencontré Juliette il y a 6 ans lors d'un barbecue dans le 15e arrondissement. Elle travaillait comme assistante dentaire. Elle avait ce rire qui pouvait remplir toute une pièce. J'étais basé à la base militaire à l'époque, avant ma mutation. Elle disait qu'elle avait toujours voulu épouser un militaire. Elle disait « respecter le sacrifice, le service ». Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Petite cérémonie dans la petite église de ses parents dans le Marais. Rien d'extravagant, juste la famille et les amis proches, avec cette chaleur de juillet qui faisait coller le costume dans le dos. J'avais été déployé 2 fois pendant notre mariage. 2 missions courtes. Elle l'avait bien géré. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle envoyait des colis, écrivait des messages, tenait la maison. Le genre d'épouse que les autres fusiliers marins enviaient. Quand ce déploiement en Haïti est arrivé il y a 8 mois, elle a pleuré à l'aéroport. De vraies larmes. Pas celles, fausses, que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Elle m'a serré fort dans ses bras et a promis d'attendre mon retour. « Je vais m'occuper », a-t-elle dit, touchant mon visage avec ses mains douces qui sentaient la crème à la lavande. Peut-être que je prendrai des cours, que je m'occuperai du jardin. Je me souviens d'avoir pensé à la chance que j'avais. Je pouvais sentir son parfum, le même qu'elle portait depuis notre rencontre, mélangé à l'odeur de café de l'aéroport. Le premier mois à l'étranger, nous parlions tous les 2 jours en appel vidéo. Elle semblait fatiguée, stressée d'être seule. Des choses normales. Je pouvais voir notre salon derrière elle, la même décoration, les mêmes tableaux au mur. Le 2e mois, les appels sont devenus plus courts. Elle suivait des cours du soir à l'université populaire. De la poterie,
de toutes choses. Elle disait que ça la détendait. Je trouvais ça étrange, mais j'ai laissé passer. Après tout, elle avait besoin de quelque chose pour remplir ses soirées vides. Vers le 3e mois, je ne recevais principalement que des textos. Cours, grosse journée au travail, tu me manques. Tout va bien ici. J'ai imaginé qu'elle s'adaptait. Les femmes de militaires apprenaient à construire leur propre vie. C'est de la survie. C'est ce qu'on nous disait lors des formations de préparation familiale. Quand je suis rentré il y a 2 semaines, elle semblait différente, nerveuse. Elle avait pris du poids, ce qu'elle a mis sur le compte du stress alimentaire. Elle a commencé à porter des vêtements plus amples, ces blouses larges qui cachaient son corps. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle pensait avoir attrapé un virus. La maison sentait aussi différemment. Je le réalisais maintenant. Une légère odeur de parfum masculin qui n'était pas le mien. Puis, la semaine dernière, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je l'ai découvert quelques jours après ton départ, a-t-elle dit, pleurant des larmes de joie qui, je le voyais maintenant, étaient calculées. Je voulais te faire la surprise à ton retour. Je suis enceinte d'environ 10 semaines. 10 semaines. J'étais à la maison depuis 1 semaine et demie à ce moment-là. Elle avait déjà pris le rendez-vous pour l'échographie. Elle disait qu'elle voulait que je sois là pour notre premier regard sur le bébé. Notre bébé. Je me sentais fier, excité, comme si ce déploiement en avait peut-être valu la peine. Revenir à la maison avec cette nouvelle. J'ai même acheté un ours en peluche en rentrant ce jour-là, sentant cette chaleur dans la poitrine que l'on ressent quand on pense à devenir père. Maintenant, j'étais assis dans ce cabinet médical à regarder ma femme, allongée sur une table d'examen, découvrant que les comptes n'y étaient pas. La chronologie était complètement fausse. Tout était faux. Le docteur Dubois était toujours là attendant que je réagisse. Juliette demandait toujours ce qui se passait, sa voix devenant plus aiguë à chaque question. Je sentais quelque chose se briser dans ma poitrine, mais mon visage restait calme. L'entraînement. On en revient toujours à l'entraînement. Dans la pièce d'à côté, je pouvais entendre les pleurs étouffés d'un nouveau-né. Le son m'a transpercé l'estomac. 32 semaines, ai-je répété, plus pour moi-même que pour quiconque. Le docteur Dubois a hoché la tête. Ses mains avaient cessé de trembler, mais il regardait la porte comme s'il voulait s'échapper. Une infirmière est passée dans le couloir, et j'ai entendu le bruit de ses chaussures crissant sur le linoléum. « Monsieur, je dois vous demander, étiez-vous présent lors de la conception ?» Le visage de Juliette est devenu blanc. Pas confus. Blanc, le blanc de quelqu'un qui a été pris. Le blanc de quelqu'un qui sait que le mensonge est terminé. Je pouvais voir son pouls s'accélérer dans son cou, une petite veine bleue battant rapidement. « Antoine, je ne comprends pas ce qui se passe, a-t-elle dit. Mais sa voix avait changé. Moins de confusion, plus de panique. Elle a tiré sa blouse vers le bas, couvrant son ventre comme pour cacher la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire, 32 semaines? Je me suis levé lentement de ma chaise. Posture militaire, dos droit, épaules carrées. Le cuir de la chaise a grincé quand je me suis levé. Ça veut dire que j'étais en Haïti quand ce bébé a été conçu. Le silence dans cette pièce fut total. Même l'équipement médical semblait s'être tu. Je pouvais entendre ma propre respiration, contrôlée et mesurée. Je pouvais sentir le poids de la montre à mon poignet, chaque seconde s'écoulant comme une éternité. « Ce n'est pas possible », a murmuré Juliette, mais elle ne me regardait plus. Elle fixait les dalles du plafond comme si elle les comptait une par une, et ses mains tremblaient maintenant, les doigts entrelacés si fort que ses articulations étaient devenues blanches. « Je t'ai dit que je suis enceinte de 10 semaines. Le bébé. Je suis tombée enceinte juste avant que tu partes. » Le docteur Dubois s'est raclé la gorge, le son rauque brisant le silence. « Madame, les mesures fétales sont très claires. C'est une grossesse de 32 semaines. La date de conception serait il y a environ 8 mois. » J'ai regardé le visage de ma femme, alors que la réalité la frappait. L'histoire soigneusement construite qu'elle avait élaborée s'effondrait en temps réel. Elle avait dû faire une erreur quelque part. Peut-être avait-elle perdu le fil de la chronologie. Peut-être était-elle si concentrée à vendre son mensonge qu'elle avait oublié de vérifier les calculs. « Il doit y avoir une erreur », a-t-elle dit en s'asseyant sur la table d'examen. Le papier s'est froissé sous elle, faisant un bruit qui semblait crier dans la pièce silencieuse. L'appareil d'échographie ou quelque chose. Le gel sur son ventre commençait à sécher, laissant des traces sur sa peau. Mais je pensais déjà à autre chose. Le voisin Théo Martin, qui avait aidé avec les travaux dans le jardin pendant mon absence. Juliette l'avait mentionné dans quelques appels téléphoniques. Elle avait dit qu'il avait réparé la clôture, aidé à déplacer des meubles. Un bon voisin l'avait-elle appelé. Je me souvenais maintenant du ton de sa voix quand elle parlait de lui,
un peu plus enjoué, un peu plus léger. Je pensais aux appels téléphoniques qui devenaient de plus en plus courts, aux cours de poterie du soir qui semblaient se terminer très tard, à la façon dont elle avait été si insistante pour prendre ce rendez-vous d'échographie. Elle me voulait ici. Elle voulait que je voie cette échographie, que je croie que j'étais le père, que je m'engage à élever l'enfant d'un autre homme pendant 18 ans. Le poids froid dans ma poitrine s'étendait, remontant dans ma gorge, descendant dans mes bras. Ce n'était pas encore de la colère, juste de la clarté. Le genre de clarté que vous obtenez lorsque vous regardez à travers une lunette de visée et que tout devient soudainement net, chaque détail devenant limpide, chaque mensonge se révélant. « Docteur Dubois », ai-je dit, ma voix sortant ferme malgré la tempête en moi. « J'ai besoin de copies de tout. Les mesures, les images, le rapport. » Il a hoché la tête rapidement, semblant soulagé d'avoir quelque chose de pratique à faire. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Juliette montait, se brisant sur les bords. « Tu me fais peur. » Ses mains agrippaient le bord de la table, et je pouvais voir ses ongles peints en rouge s'enfoncer dans le papier. J'ai regardé ma femme. 6 ans de mariage. 3 ans à croire que je savais qui elle était. 8 mois à dormir seule dans un baraquement étouffant pendant qu'elle couchait avec un autre. 8 mois à me réveiller au son de tirs d'entraînement pendant qu'elle se réveillait dans notre lit avec un autre homme. Je rassemble les faits, ai-je dit, comme toute bonne mission l'exige. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait que c'était fini. Le mensonge avait une date d'expiration, et elle venait d'expirer dans cette salle d'hôpital froide, avec l'odeur de gel d'échographie dans l'air et la vérité affichée sur un écran en noir et blanc. Le trajet du retour fut silencieux. Juliette n'arrêtait pas de parler, remplissant le silence d'explications qui avaient de moins en moins de sens à chaque mot. Le trafic parisien était dense pour un mardi après-midi, comme toujours. Klaxons, scooters se faufilant entre les voitures, l'odeur des gaz d'échappement s'infiltrant par les fentes de la climatisation. Peut-être qu'ils ont mélangé mon dossier avec celui de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit, ses mains se tordant sur ses genoux, les doigts s'entrelaçant et se séparant dans un balai nerveux. Les erreurs médicales, ça arrive tout le temps. Tu te souviens quand ils t'ont envoyé les résultats sanguins d'un autre type? Je gardais les yeux sur la route. Un coursier à scooter a failli heurter mon rétroviseur. Des gens normaux vivant des vies normales, s'occupant de leurs affaires pendant que mon monde s'effondrait sur le siège passager. Je sentais le volant sous mes mains, le cuir chauffé par le soleil de l'après-midi. Ou peut-être que l'échographe était déréglé, a-t-elle continué, la voix de plus en plus désespérée. Ces trucs, c'est juste des ordinateurs, non? Les ordinateurs font des erreurs. J'ai vu ça à la télé. Des cas de diagnostic erronés. Nous sommes entrés dans notre rue. Je pouvais voir le cerisier dans le jardin, celui que nous avions planté ensemble la première année de notre mariage. Les feuilles bruissaient dans le vent chaud de l'après-midi. Nous nous sommes arrêtés dans l'allée. La maison semblait la même que lorsque nous l'avions quittée 1 heure plus tôt. Même façade jaune, même portail en fer, même panier de basket que j'avais installé il y a 3 étés, en pensant que nous aurions des enfants pour y jouer. Mais tout semblait différent maintenant. Même l'odeur familière de la rue, un mélange d'asphalte chaud et de cuisine provenant des maisons voisines, semblait étrange. J'ai garé le pick-up et suis resté assis un moment, le moteur refroidissant avec de petits cliquetis métalliques. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, éclairant des particules de poussière flottant dans l'air. Je pouvais voir notre maison se refléter dans le rétroviseur, déformée et étrange. « Antoine, s'il te plaît, dis quelque chose » a dit Juliette, sa main touchant mon bras. « Tu me rends nerveuse. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. La prise de poids avait un sens maintenant. Les vêtements amples. La façon dont elle évitait certaines positions lorsque nous avions été intimes depuis mon retour. Je l'avais remarqué, mais j'avais mis ça sur le compte du stress du temps passé séparé. Quel idiot! Tu accouches quand? Ai-je demandé, ma voix sortant plus calmement que je ne le sentais. Quoi? Si tu es enceinte de 32 semaines, quand est-ce que le bébé va naître? Sa bouche s'est ouverte et fermée. Elle calculait, essayant de trouver quelle réponse fonctionnerait le mieux. Je pouvais voir ses yeux bouger, réfléchissant, mentant. Le médecin n'a pas dit exactement, a-t-elle finalement réussi à dire. Dans 8 semaines, j'ai dit. 32 plus 8, ça fait 40. Tu vas avoir le bébé dans 8 semaines. Nous sommes sortis du pick-up. J'ai ouvert la porte d'entrée et la maison sentait les bougies à la vanille que Juliette allumait toujours. Ça sentait la maison. Mais ce n'était plus une maison. C'était une scène de crime. C'était l'endroit où ma vie m'avait été volée, un mensonge à la fois. Dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau.
Mes mains étaient stables, mais je sentais un tremblement intérieur comme un tremblement de terre se produisant sous la surface. J'ai regardé par la fenêtre arrière. Théo Martin était dans son jardin à côté, travaillant sur sa moto. La quarantaine, divorcé depuis environ 2 ans, il travaillait dans le bâtiment. Il avait aidé Juliette à déplacer les meubles de la terrasse pendant mon déploiement. Maintenant que je savais, je pouvais voir la façon dont notre clôture avait été réparée avec un soin particulier. Les nouvelles fleurs dans le jardin que Juliette disait avoir plantées elle-même. Le nouveau barbecue qu'elle disait avoir eu en promotion. Chaque petit mensonge s'ajoutant au précédent, créant une montagne de trahison. « Tu veux que je prépare le déjeuner ?» a demandé Juliette. Elle essayait d'agir normalement, mais sa voix était trop aiguë, trop forcée, comme une corde de guitare sur le point de rompre. « Depuis combien de temps tu couches avec Théo ?» Le verre qu'elle était en train de prendre lui a glissé des mains et s'est brisé sur le carrelage de la cuisine. Le son a été comme un coup de feu, fort et final. Les éclats se sont répandus à ses pieds, certains si petits qu'ils ressemblaient à des cristaux de givre sur le sol. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-elle chuchoté. Je me suis tourné pour lui faire face. « Tu m'as entendu. Antoine, c'est de la folie. Théo est notre voisin. Il m'a aidé avec quelques trucs dans la maison pendant que tu étais parti, mais c'est tout. Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses d'une chose pareille. » Mais elle reculait en parlant. Pas le langage corporel d'une femme innocente. Le langage corporel de quelqu'un qui a été pris. Ses yeux cherchaient une issue, une excuse, n'importe quoi. « Le bébé est de toi », a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte, plus désespérée. « Je ne sais pas ce que ce médecin croit avoir vu, mais le bébé est de toi. On va demander un deuxième avis, on va voir un autre médecin. Demain on ira dans un autre hôpital, on fera de nouveaux examens. » Je me suis agenouillé et j'ai commencé à ramasser les éclats de verre. Les morceaux étaient tranchants, clairs comme la vérité. Un morceau m'a coupé le doigt et une goutte de sang a taché le sol. Je n'ai ressenti aucune douleur. « Juliette, ai-je dit, sans lever les yeux du sol, j'ai été formé pour recueillir des renseignements, lire les situations, reconnaître la tromperie. J'ai passé 8 mois à lire des gens qui voulaient me tuer. Tu crois que je ne peux pas lire ma propre femme? Ce n'est pas Haïti ici, a-t-elle rétorqué, la voix brisée. C'est notre mariage, c'est notre vie. C'est notre maison, Antoine. Tu ne peux pas simplement tout jeter en l'air comme ça. » Je me suis relevé et j'ai jeté les morceaux de verre à la poubelle. Ils ont fait un son creux en heurtant le fond du bac vide. Tu as raison. En Haïti, quand quelqu'un te ment, c'est généralement pour essayer de te tuer. Ici, ils essaient juste de détruire ta vie. Les deux font mal, mais au moins là-bas, je m'attendais à la trahison. Elle pleurait maintenant. Pas les jolies larmes de l'aéroport il y a 8 mois. Des larmes laides, désespérées, qui tachèrent son maquillage et faisaient couler son nez. « Je t'aime », a-t-elle dit, la voix étranglée. « Quoi que tu penses qu'il s'est passé, je t'aime, Antoine. S'il te plaît, crois-moi. » Je suis passé devant elle en direction de notre chambre. Le couloir semblait plus long que d'habitude, chaque pas résonnant sur le carrelage. Les photos sur les murs, notre mariage, nos vacances, nos anniversaires, ressemblaient maintenant à de cruelles plaisanteries. « Je vais prendre quelques affaires. »« Où est-ce que tu vas ?»« Chercher un avocat. »« Antoine, s'il te plaît. On peut arranger ça. Le bébé a besoin d'un père. » Je me suis arrêté à la porte. Je pouvais voir notre lit par la porte entr'ouverte. Les mêmes draps bleus, la même couverture qu'elle disait adorer. Combien de fois avait-il dormi là? Combien de fois l'avait-elle amené dans notre lit? Le bébé a un père, ai-je dit sans me retourner. Ce n'est juste pas moi. J'ai passé la nuit dans un motel près de la base militaire. Endroit bon marché mais propre. Le genre de chambre où j'avais séjourné des centaines de fois lors d'exercices d'entraînement. Territoire familier. Le matelas était dur. La climatisation faisait du bruit et je pouvais entendre le trafic de l'avenue dehors. Mais c'était à moi. Il n'y avait pas de mensonges sur les murs. Pas de faux souvenirs dans l'air. À 7 heures du matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Lefebvre. Nous l'avions utilisé pour l'achat de la maison et nos testaments. Un homme bien, ancien de l'armée. Il comprenait la vie militaire, il comprenait la loyauté, il comprenait la trahison. « Antoine, que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était claire, alerte malgré l'heure matinale. J'ai expliqué la situation. L'échographie, la chronologie, les calculs qui ne mentaient pas. Je pouvais l'entendre prendre des notes de l'autre côté de la ligne, son stylo grattant sur le papier. « Mon Dieu », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Je suis désolé, mon ami, c'est lourd. Dites-moi ce que je dois faire. » Premièrement, nous obtenons un test ADN. Nous établissons la paternité ou dans ce cas, la non-paternité. Deuxièmement, nous commençons à tout documenter.
le rapport d'échographie, toutes les communications que vous avez avec votre femme au sujet de la grossesse. Troisièmement, nous nous préparons pour la procédure de divorce. Et la maison? Paris est sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, mais l'infidélité peut affecter le partage des biens, surtout si elle utilisait les ressources conjugales pour mener sa liaison. Nous aurons besoin de preuves. Photographiez tout, gardez tout. Chaque message, chaque reçu, chaque preuve. Après l'appel, je suis retourné à la maison. La voiture de Juliette n'était pas dans l'allée, au travail probablement, prétendant que tout était normal, prétendant être la femme fidèle, attendant le retour de son mari militaire. J'avais ma clé, bien sûr. C'était encore ma maison, du moins pour l'instant. À l'intérieur, je suis allé dans notre bureau. Juliette gardait les papiers dans le tiroir du bureau. Factures, relevés bancaires, ce genre de choses. Je n'avais jamais eu de raison de fouiller avant. La confiance. Quel mot stupide cela semblait maintenant. Ce que j'ai trouvé a rendu les choses bien pires. Tellement pires. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des restaurants où nous n'avions jamais été. Des hôtels à Deauville. Des reçus pour des vêtements d'homme taille L. Je portais du monsieur des factures de téléphone avec des centaines d'appels vers le numéro de Théo Martin, commençant environ 1 mois après mon déploiement. Mais le pire, c'était un reçu d'une clinique pour femmes dans le Marais datant de 7 mois. Des vitamines prénatales et un test de grossesse. Elle savait qu'elle était enceinte presque depuis le début. Elle a eu 7 mois pour trouver comment gérer la situation. Et son plan était de me convaincre que le bébé était le mien. 7 mois à planifier le mensonge. 7 mois à construire la supercherie. 7 mois à m'écrire des messages disant que je lui manquais tout en portant l'enfant d'un autre homme. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Preuve, renseignement. Chaque photo était un coup de poignard, mais j'ai continué à cliquer. Je remettais les papiers en place quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. Juliette était rentrée tôt. J'étais dans la cuisine quand elle est entrée par la porte d'entrée. Elle a semblé surprise de me voir. « Je pensais que tu restais ailleurs », a-t-elle dit, posant son sac à main sur le comptoir. Le sac que je lui avais offert pour notre 2e anniversaire de mariage. Tout était contaminé maintenant. Je suis revenu prendre quelques affaires, ai-je dit. Elle m'observait attentivement. Ses yeux bruns que j'avais tant aimés m'étudiant maintenant, comme si j'étais une menace. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Aurais-je dû ?» Son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Antoine, quoi que tu penses avoir trouvé, il y a une explication. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une des photos. Le reçu du restaurant d'il y a 5 mois. Dîner pour 2, payé avec notre carte de crédit commune. Explique ça. Elle a regardé l'écran et son visage a de nouveau blêmi. Cette teinte maladive de blanc qui devenait familière. J'ai emmené ma sœur pour son anniversaire. Ta sœur vit à Lyon. Elle était en visite. J'ai fait glisser vers la photo suivante. Le reçu de l'hôtel à Deauville. Explique celui-ci. Silence. Je pouvais entendre l'horloge de la cuisine égrener les secondes. Tic, tac, tic. Chaque seconde, une éternité. J'ai fait glisser à nouveau. Le reçu pour les vêtements d'homme. Et celui-là. Elle s'est assise lourdement sur une des chaises de la cuisine comme si ses jambes l'avaient lâchée. Le combat l'avait quittée. Toute la prétention, toute la comédie s'effondrait. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé, ma voix sortant plus calmement que je ne le sentais. Antoine, depuis combien de temps tu couches avec Théo ? Elle a mis son visage dans ses mains. Environ 1 mois après ton départ. Sa voix n'était qu'un murmure, étouffé par ses paumes. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. Il était là, il aidait avec la clôture et c'est juste arrivé 7 mois. Presque tout mon déploiement. 7 mois de mensonges. 7 mois pendant que j'étais le bébé. J'ai interrompu mes propres pensées. Je ne voulais pas aller par là, pas encore. Je ne sais pas, a-t-elle dit, me regardant avec des yeux rouges et gonflés. Ça pourrait être le tien. Le timing, Juliette. J'ai gardé ma voix maîtrisée. Tu sais que ce n'est pas le mien. Le médecin l'a confirmé. 32 semaines. J'étais à l'autre bout du monde il y a 32 semaines. Elle m'a regardé, le mascara coulant sur ses joues. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je marchais déjà vers la porte. Je vais faire ce que j'aurais dû faire hier. Prendre un avocat, obtenir les preuves, récupérer ma vie. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait dans un immeuble moderne à la Défense, vert et acier, le genre d'endroit qui traite des affaires sérieuses. 20 minutes de la maison. 20 minutes qui ont semblé être des secondes et des heures en même temps. J'ai les preuves, ai-je dit, en faisant glisser les photos imprimées sur son bureau. Il les a examinées méthodiquement. Les anciens militaires comprennent la documentation. Ils comprennent les preuves. C'est complet, a-t-il dit.
arrangeant les photos en piles ordonnées. Carte de crédit, relevés téléphoniques, reçus médicaux. Comment tenez-vous le coup? Fonctionnel, ai-je dit. Le mot semblait inadéquat, mais c'était tout ce que j'avais. Fonctionnel était parfois le mieux que l'on pouvait espérer. Fonctionnel signifiait que je n'avais pas complètement craqué. Pas encore. Il a hoché la tête. Il a compris ce que cela signifiait. Voici ce que nous allons faire, a-t-il dit en prenant un bloc-notes. Premièrement, nous déposons une demande de divorce pour adultère. La loi française le permet, et vous avez des preuves claires. Deuxièmement, nous obtenons un test ADN ordonné par le tribunal pour établir la non-paternité. Troisièmement, nous demandons le remboursement de tous les fonds conjugaux utilisés pour entretenir la liaison et la maison. Avec ce niveau de preuve, nous pouvons plaider pour un partage inégal. Elle a utilisé des biens matrimoniaux pour mener une liaison. Cela compte pour les juges. Combien de temps cela va-t-il prendre? Ça dépend si elle conteste. Si elle est intelligente, elle trouvera un accord. Si elle se bat, ça pourrait prendre des mois, des années même, mais avec ses preuves. Je parie qu'elle acceptera un accord. Personne ne veut voir ça déballé en audience publique. J'ai quitté son bureau avec un dossier rempli de paperasse et une date d'audience 3 semaines plus tard. La demande de divorce serait signifiée à Juliette à son travail le lendemain. Professionnel, propre, sans drame. Exactement comme il le fallait. Ce soir-là, je suis retourné à la maison. Juliette était dans la cuisine, préparant un dîner pour deux. L'odeur de poulet grillé et de riz remplissait la maison. Une odeur familière, chaleureuse, une odeur de mensonge. Elle a levé les yeux quand je suis entré, de l'espoir dans le regard. « J'ai fait ton plat préféré », a-t-elle dit en essayant de sourire. « Poulet sauce citron, comme tu l'aimes. J'ai demandé le divorce aujourd'hui. » La cuillère en bois qu'elle tenait est tombée sur le sol avec un bruit sourd. « Antoine, s'il te plaît, on ne peut pas en parler. Il n'y a rien à dire. Le bébé n'est pas de moi. Nous aurons un test ADN pour le confirmer. Mais nous connaissons tous les deux la vérité. » Elle a éteint la cuisinière et m'a fait face. « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je supplie? » « D'accord, je vais supplier. J'ai fait une erreur. J'étais seul et j'avais peur et Théo était là et j'ai fait une terrible erreur. À 7 mois, ce n'est pas une erreur. 7 mois, c'est un choix. Un choix que tu as fait chaque jour, chaque fois que tu as pris le téléphone et que tu ne m'as pas dit la vérité. Chaque fois que tu as écrit que je te manquais alors que tu étais avec lui. Je t'aime, a-t-elle dit, les mots sonnant creux maintenant. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, je t'aime. Non, si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 7 mois à coucher avec notre voisin pendant que j'étais en train de... J'ai arrêté. Ça n'en valait pas la peine. Elle ne comprendrait jamais. Je suis passé devant elle en direction de notre chambre. Je vais prendre d'autres affaires. Où vas-tu? Je vais rester ailleurs jusqu'à ce que ce soit réglé. Les papiers te seront signifiés demain. Tu devrais engager ton propre avocat. Antoine, attends. Je me suis arrêté à la porte. Elle s'est approchée, les mains tendues comme pour me toucher, mais s'est arrêtée en voyant mon expression. Et nous? Et notre mariage? Et les 6 ans que nous avons passés ensemble? Je l'ai regardée. 6 ans de mariage. 3 ans à penser que je savais qui elle était. 8 mois à servir mon pays, pendant qu'elle détruisait notre famille. Il n'y a pas de nous, ai-je dit, chaque mot lourd comme une pierre. Il n'y a plus de nous depuis que tu as décidé de coucher avec Théo Martin. Depuis que tu as décidé de me mentir. Depuis que tu as décidé que notre mariage valait moins que ta solitude. Je l'ai laissé là, dans la cuisine, avec le dîner qui refroidissait sur la cuisinière. Dehors, Théo était à nouveau dans son garage, travaillant sur cette moto. Il a levé les yeux quand il a entendu mon pick-up démarrer. Nos regards se sont croisés une seconde à travers le pare-brise. Il a détourné les yeux le premier. Lâche. Un lâche qui couche avec la femme d'un militaire pendant qu'il sert son pays. La salle d'audience était petite, stérile. La juge Patricia Moreau présidait, une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux perçants qui avaient tout vu. Juliette était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat, un jeune homme en costume cher qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs. Maître Lefebvre avait fait son travail. Les preuves étaient organisées, documentées, irréfutables. Relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de messages. Relevés de cartes de crédit avec des dîners romantiques et des hôtels. Reçus de cadeaux achetés avec notre argent commun. Le rapport d'échographie montrant une chronologie qui rendait la paternité impossible. Les résultats du test ADN étaient arrivés la semaine précédente. 0% de probabilité que je sois le père. 0 pas 1%, aucune chance. Votre honneur, a dit Maître Lefebvre, sa voix résonnant dans la salle silencieuse.
Les preuves montrent clairement que la défendresse a entretenu une liaison extra-conjugale pendant tout le déploiement militaire du demandeur, a utilisé les biens matrimoniaux pour soutenir cette liaison et a tenté de tromper le demandeur en lui faisant croire qu'il était le père de l'enfant d'un autre homme. L'avocat de Juliette a tenté de faire valoir que la liaison n'était pas pertinente pour le partage des biens. Mais la juge Moreau faisait ce métier depuis 20 ans. Elle avait tout vu. Elle avait vu tous les mensonges, toutes les excuses, toute la misère humaine qui passe par ce tribunal. Le tribunal conclut que les actions de la défendresse constituent une violation significative de la relation conjugale et une mauvaise utilisation des biens matrimoniaux, a-t-elle dit, sa voix ferme et claire. Le demandeur recevra 65% de tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence familiale. La défendresse est condamnée à rembourser au demandeur tous les fonds conjugaux utilisés pour favoriser la relation extra-conjugale. Juliette fixait la table devant elle. Pas de larmes cette fois, juste la défaite, juste le poids de la réalité qui s'abattait sur elle. De plus, a poursuivi la juge, le tribunal ordonne que la défendresse soit seule responsable de tous les coûts liés à la grossesse et à la naissance. Puisque l'enfant n'est pas l'enfant biologique du demandeur, le marteau est tombé. Final, le son a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Tout était fini d'un coup de bois sur du bois. À l'extérieur du tribunal, Juliette m'a rattrapé. « Antoine, attends. J'ai arrêté de marcher, mais je ne me suis pas retourné. Je suis désolé, a-t-elle dit, sa voix faible derrière moi. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Je l'ai regardée. Elle était visiblement enceinte maintenant. Son ventre rond sous une robe de maternité ample bleu marine. Dans 2 mois, elle aurait un bébé sans mari et sans père, prêt à assumer ses responsabilités. Les excuses ne ramènent pas 8 mois, ai-je dit. Elles ne ramènent pas la confiance. Elles ne ramènent pas l'homme que j'étais avant de découvrir la vérité. Elle a hoché la tête, les larmes coulantes enfin. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai détruit notre famille. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Une dernière chose. Juliette m'a regardé, pleine d'espoir. C'est un garçon ou une fille? Le bébé, elle a dégluti. Un garçon. J'espère qu'il aura un bon père, ai-je dit. Ce ne sera juste pas moi. Et puis je suis parti, la laissant sur le parking du tribunal, portant le poids de ses choix. 3 mois plus tard, j'ai signé les derniers papiers au bureau de Maître Lefebvre. La maison était à moi. Les comptes bancaires étaient partagés comme ordonné. Juliette avait déménagé, retournant chez ses parents en Bretagne. Théo Martin avait perdu son emploi quand la rumeur s'est répandue dans le milieu du bâtiment. Coucher avec la femme d'un fusilier marin déployé ne vous rend pas populaire. Son ex-femme a également appris l'affaire lors de la procédure de divorce, ce qui lui a coûté de l'argent supplémentaire dans la modification de leur accord. J'ai entendu par des voisins qu'il avait déménagé en province essayant de recommencer. Bien, qu'il souffre loin d'ici. J'ai gardé la maison pendant 6 mois, puis je l'ai vendue. Trop de souvenirs, trop d'histoires dans ces pièces. Chaque coin avait un souvenir qui était maintenant empoisonné. Le salon où nous regardions des films. La cuisine où nous préparions le petit déjeuner ensemble. La chambre où, non, ça ne valait pas la peine d'y penser. J'ai acheté un appartement plus petit près de la base. Lignes épurées, pas d'historique. 2 chambres, un garage, un petit jardin. J'avais mon pick-up, mes économies, et une leçon apprise sur la confiance absolue envers les gens. Le déploiement en Haïti m'avait appris la survie en milieu hostile. Rentrer à la maison m'a appris la survie dans un autre type de milieu hostile. Certains soirs, je m'asseyais sur mon balcon et je pensais à la chronologie alternative. Celle où j'aurais cru le mensonge, élever l'enfant d'un autre homme sans jamais découvrir la vérité. Cette version d'Antoine Silva vivrait une vie complètement différente, construite sur la tromperie. Il ne saurait pas qu'il élevait le fils de Théo. Il ne saurait pas que tous les sacrifices, le temps passé loin, le danger, la solitude, avaient eu lieu pendant qu'elle était dans les bras d'un autre homme. Je préfère la vérité, même quand elle est laide. La vérité peut blesser comme un coup de couteau. Elle peut brûler comme le feu, mais au moins, elle est réelle. Au moins, vous savez où vous mettez les pieds. L'armée m'a appris que des renseignements clairs mènent à de meilleures décisions. À la guerre comme dans la vie. La tromperie de Juliette a échoué parce qu'elle a sous-estimé le pouvoir des mathématiques simples et l'engagement d'un fusilier marin envers les faits plutôt que la fiction. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison est simplement de refuser de participer au mensonge de quelqu'un d'autre. C'est de s'éloigner de l'histoire qu'ils ont construite
est de vivre dans la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et dans cette vérité douloureuse, j'ai trouvé quelque chose, ma dignité. Mon respect de moi-même, ma capacité à me regarder dans le miroir et à savoir que je ne suis pas complice de ma propre destruction. La vie continue, le soleil se lève, le travail doit être fait. Et quelque part au loin, il y a un bébé qui naîtra bientôt, un garçon que je ne connaîtrai jamais, l'enfant d'un mensonge que j'ai refusé d'accepter. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je le plains, lui, de grandir avec des parents qui ont choisi la trahison plutôt que l'honnêteté. Mais ce n'est pas mon histoire à porter. Ce fardeau leur appartient. J'ai ma propre histoire maintenant. L'histoire d'un homme qui a servi son pays, qui est rentré pour trouver la trahison et qui a choisi la vérité plutôt que le confort de l'ignorance. Ce n'est pas l'histoire que je voulais, mais elle est honnête. Et l'honnêteté, je l'ai réalisée, vaut plus que n'importe quel mensonge confortable ne le pourrait jamais.